Alors, merci beaucoup. Merci d'être venus nombreux. Nous allons aborder en fait trois facettes d'un personnage qui est assez à la fois extraordinaire et tragique aussi dans son destin, et qui reste en partie une énigme de l'histoire de France, malgré l'abondance des sources. Puisque pour une femme du peuple, en fait, elle est sans doute la femme du Moyen-Âge qu'on connaît le mieux, qu'on connaît par des sources d'archives, mais aussi qu'on connaît par des témoignages qui nous permettent d'appréhender son intériorité beaucoup plus que celle de la plupart des autres personnages historiques, à quelques exceptions près. Moi, je suis venue à Jeanne d'Arc à travers Christine de Pisan, puisque j'ai étudié les manuscrits originaux de Christine de Pisan, et la dernière œuvre en fait de Christine de Pisan est un poème qu'on appelle le ditier, le dit étant une forme poétique, qui est consacré à Jeanne d'Arc et à Charles VII. On l'appelle le ditier de Jeanne d'Arc, mais en fait le roi Charles VII est aussi un héros du poème. C'est un texte en fait qui n'est pas connu en original, donc au départ je l'avais laissé de côté, mais qu'on connaît seulement par deux copies un tout petit peu postérieures, et qui est déjà, alors qu'il est écrit en fait en 1429, juste après le sacre de Charles VII à Reims, c'est déjà un moment de développement du mythe en fait autour de Jeanne d'Arc. Alors qui est Jeanne d'Arc? Au départ, c'est une jeune fille. Quand l'histoire commence, elle a 16 ans, une jeune paysanne qui vient des marges en fait du royaume. Elle est lorraine et elle est d'un village, le village de Domrémy sur la Meuse, qui marque en fait et qui est traversé par la frontière entre le royaume de France et les terres d'Empire. Et cette jeune fille, qui est à la fois très pieuse et très endurante, qui a l'habitude des travaux paysans, qui sait aussi très bien monter à cheval, est inspirée, on en reparlera, et a une mission en fait qui est de en fait délivrer le royaume de l'occupation anglaise et d'aider en fait son roi qui est Charles VII, qu'elle appelle encore le dauphin. Et elle veut obtenir en fait du seigneur local, le seigneur de Vaucouleurs, qui s'appelle Baudricourt, qu'il lui donne une troupe pour lui permettre d'aller trouver le roi et se mettre à son service. Ce qui m'intéresse, et sera peut-être mon angle ici, parmi beaucoup d'autres, mais je pense, on ne l'a pas encore fait, mais je pense que dans le cadre de Jeanne d'Arc, on peut aborder le sujet à travers les gender studies. Et les gender studies, non pas en plaquant une grille de lecture qui serait contemporaine sur un sujet médiéval, comme ça arrive parfois de forcer les choses, mais là, en l'occurrence, la question du genre chez Jeanne d'Arc et à la question de la transgression aussi bien du genre que du statut social, elle se pose dès l'origine et tout du long, puisque c'est parce qu'elle porte des habits d'homme qu'elle va être condamnée au bûcher, en fait, même si la condamnation de Jeanne, sur cette base-là, en fait, c'est un prétexte religieux même, pour une condamnation dont les raisons profondes, en fait, sont politiques. Mais dès le départ, quand elle va trouver en fait le sire de Vaucouleurs, elle se présente devant lui dans une robe qu'on nous dit une robe rouge, et les cheveux longs en fait, donc typiquement une jeune fille. Simplement, ce qu'elle demande implique de traverser en fait des territoires hostiles, puisque le royaume à l'époque
est partagée en 3 entités. D'une part, la partie du royaume sur laquelle règne Charles VII, c'est-à-dire le centre et le sud-sud-est. D'autre part, les régions sous, on pourrait dire, occupation anglaise, mais les Anglais ont développé des principes, un discours politique autour de la double monarchie, c'est-à-dire un roi d'Angleterre qui est à la fois roi d'Angleterre et roi de France, et qui occupe le nord et une partie du sud-ouest. Et enfin, une troisième entité qui est celle des possessions des ducs de Bourgogne, qui comprend essentiellement la Flandre et la Grande Bourgogne. Et pour rejoindre le roi qui se trouve alors à Chinon, elle doit traverser des territoires hostiles. Il est bien évident qu'une toute jeune fille assez jolie, nous dit-on, ou fort jolie, ne va pas se promener en robe rouge, qui sont ses habits du dimanche finalement, à travers, au milieu des hommes de guerre et un milieu hostile. Et donc le changement d'habit qui se produit dès le départ avant le départ de Vos couleurs, il est orchestré et voulu par les habitants, puisqu'elle elle a déjà les habitants de Vos couleurs et de Domrémy sont déjà convaincus de la mission de cette jeune fille, et ce sont les habitants qui vont lui fournir des habits d'homme et qui vont lui couper les cheveux de façon à ce qu'elle passe inaperçue, tout simplement. Donc il y a une raison purement qui n'est pas de son choix, mais simplement pratique, et pour sa propre sécurité et celle des 8 hommes qui vont l'accompagner, y compris un messager du roi qui se trouve là et qui va l'emmener à la cour. Je ne sais pas si j'ai été trop longue. Je vais peut-être passer. Encore bien, bon sang. Je peux encore. Donc, encore 15 bonnes minutes. Cette question du vêtement, elle est un signe. Elle devient à partir de ce moment-là, pour Jeanne, le signe de sa mission. C'est-à-dire ses habits. Alors, on parle d'habits d'homme. En réalité, c'est pas exactement des habits d'homme parce qu'elle a une tunique qui lui va au genou, alors que la mode masculine est beaucoup plus courte en fait, donc elle reste très décente. Mais pour elle, c'est le signe de son élection en fait, qui la met dans un statut à part, particulier. Et c'est aussi un moyen de protection très direct, puisque la menace, tout simplement la menace du viol, elle est posée dès le départ. Au départ, Baudricourt est dans une situation, quand elle vient le trouver, assez désespérée, puisqu'il va s'affronter à un siège et les forces sont tellement disproportionnées qu'il est sûr de perdre en fait sa seigneurie, et il a un peu autre chose à faire qu'une jeune fille illuminée qui débarque et qui donc il la menace, d'après des témoins, il la menace de la livrer à ses hommes. Et cette menace-là, elle va être constante, vu que une grande partie de la mission de Jeanne va se dérouler au milieu d'hommes de guerre qui ne sont pas toujours des plus fréquentables. Il y a quand même de sacrés personnages autour d'elle, y compris dans son propre camp. Et ces habits masculins, en fait, plus ou moins adaptés, sont une protection, en fait. Sont une protection pour elle. Du point de vue, en fait, des partisans de Charles VII, ce choix vestimentaire, qui n'est pas le sien d'ailleurs au départ, est un signe d'élection. Et comme il va être suivi de victoire, la délivrance d'Orléans, en fait, et ensuite jusqu'au sacre de Reims et au-delà, la victoire manifeste, en fait, le choix de Dieu. Du point de vue des Anglais, ces mêmes signes sont au contraire interprétés, évidemment, dans le sens anglais, comme l'hérésie, signe d'hérésie, de sorcellerie, ou en tout cas d'infraction avec la règle. La règle, elle est très forte à l'époque, puisqu'elle est posée par le Deutéronome, qui dit que le fait qu'une femme prenne des habits d'homme et un homme prenne des habits de femme est une abomination pour Dieu. Et de ce fait, les théologiens partisans de Jeanne vont s'employer comme l'ancien chancelier Jean Gerson vont s'employer à démontrer que nécessité fait loi, en quelque sorte,
Tandis que lors du procès, puisque Jeanne va être capturée en fait au siège de Compiègne par des Bourguignons et vendue plusieurs mois plus tard aux Anglais contre 10 000 livres, elle va être... les Anglais veulent l'exécuter, mais ils ne peuvent pas l'exécuter en faisant un martyr sans finalement désamorcer ce qui s'est mis en place, cette élection, ces victoires, ce signe que représente Jeanne d'Arc. Jean Gerson parle du signe d'Orléans, en fait. Et donc, ils lui font un procès d'église, en fait. Un procès pour démontrer que elle n'est pas ce qu'elle prétend être et que la cause de Charles VII est mauvaise, finalement, à travers elle. Mais la question de l'habit, la question aussi du fait qu'elle est une femme qui a commandé à des hommes, ça paraît, du point de vue anglais et du point de vue des théologiens parisiens qui sont à leur service, puisque l'université de Paris se trouve dans le domaine de la double monarchie anglaise, ça paraît une infraction aux règles qui va lui être reprochée et qui va servir de prétexte à sa condamnation au bûcher. Ça fait pas 20 minutes, si? Je ne sais pas. Ah, je peux continuer. Alors, je peux continuer. Petite conclusion. Je reviens un peu peut-être sur la tripartition et la guerre civile qui se poursuit à travers dans cette période, en fait, dans les années 1400, enfin, depuis 1415, en fait, la bataille d'Azincourt qui a vu la noblesse et le gouvernement du royaume décapité jusqu'à la mort de Jeanne et ensuite se poursuit jusqu'aux années 1450. Le royaume de France est dans une situation assez critique, en fait, de guerre civile entre factions, avec des factions qui semblent irréconciliables, même si terminée par une réconciliation entre Bourguignons et Armagnac, ou partisans de Charles VII. Mais l'Angleterre, en fait, la double monarchie semble militairement, mais Laurent pourra y revenir, dans une position de force, en fait, sur le plan militaire. C'est moins vrai sur le plan politique, parce qu'en fait, la double monarchie, ou ce discours politique qui tente à justifier la mainmise du roi d'Angleterre sur le royaume de France, qui naît au moment du traité de Troyes en 1420, elle repose sur une union matrimoniale, qui est celle du roi d'Angleterre Henri V, avec une fille de Charles VI, Catherine, dont on espère une union féconde. Simplement, au moment de la mort d'Henri V, qui précède celle du roi Charles VI, et qui fait qu'il n'a jamais régné de fait en tant que roi de France, leur fils, en fait, l'héritier, il a quelques mois. Et évidemment, une monarchie qui a comme roi, c'est même pas un enfant, un nouveau-né, ça fragilise énormément, en fait, tout ce discours, sachant que soigne assez mal les maladies infantiles à l'époque, ça ne tient qu'à un fil, ça tient à la vie d'un enfant. Et au moment où Jeanne d'Arc entreprend sa mission, ça reste encore un enfant de 6-7 ans. Et par conséquent, le retournement militaire qu'apporte Jeanne, il est extrêmement problématique pour les Anglais. Et ils la craignent véritablement, en fait. Il y a un certain nombre de villes qui vont tomber simplement par l'annonce que Jeanne arrive, en fait. Et les garnisons anglaises s'en vont. Et il y a une vraie peur, en fait, même s'ils la considèrent comme sorcière, mais une sorcière, ça peut avoir des pouvoirs. Et donc, il y a véritablement une peur vis-à-vis de Jeanne, qui explique aussi à quel point sa captivité a été dure et très entourée, en fait, avec des gardiens dans sa cellule même, pour l'empêcher de s'échapper, puisqu'elle avait essayé à 2 reprises, en fait, de prendre la fuite.
Et ce qui explique aussi que le sort qui va lui être réservé n'est pas le sort qu'on réserve à un chef militaire qui a été capturé et par conséquent mis à rançon. La règle entre chrétiens, on va dire, à l'époque, et de rançonner déjà parce que ça rapporte beaucoup plus que de tuer l'adversaire. Quand on a un captif de marque, on le met à rançon et on le libère au bout d'un temps plus ou moins long, une fois la rançon payée. C'est pour ça d'ailleurs que les Bourguignons la vendent en fait aux Anglais. Mais à partir du moment où on est captif et on a donné sa parole et réciproquement, on n'est pas censé être mis à mort. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pour ne pas enfreindre ces règles de, on va dire courtoisie, mais pour ne pas enfreindre ces règles, les Anglais ont besoin d'un procès d'église, d'un procès d'inquisition et d'une condamnation pour justifier la mise à mort d'une personne qui leur pose véritablement problème. Merci. Alors je vais enchaîner en donnant une orientation un peu particulière à mon discours et je vais plutôt vous emporter, vous essayer de vous conduire dans un monde un peu à la marge que certains connaissent, d'autres connaissent moins, ça peut vous désorienter. Inès vient de parler de la question du procès en évoquant l'aspect religieux plutôt sous un prétexte. Alors on va commencer à poser un certain nombre de problèmes. Je pense que ça n'est pas un prétexte. Il me semble en réalité que on ne connaît pas Jeanne d'Arc. Vous voyez, c'est étrange. Voilà un beau paradoxe, sachant qu'il y a, je ne sais pas, au moins 10 000 livres, enfin 10 000 articles, 5 000 livres, peut-être, pas tant, mais pas loin, depuis 2 siècles sur le sujet. Mais c'est ainsi, je crois, que ces livres, finalement, n'ont fait que se répéter et qu'il y a déjà au moins 100 ans, au moins un siècle, que l'on sait à peu près tout sur Jeanne, à part quelques éléments d'interprétation qui se sont ajoutés, mais globalement, si vous prenez un livre de 1900, un bon livre, vous trouverez tous les éléments qu'on nous apporte aujourd'hui dans les biographies, dans les dernières biographies. Pour l'histoire même de Jeanne, pour le contexte, c'est un peu différent. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, regardons le problème de Jeanne. Voilà un mystère qui plane, et même les historiens universitaires les plus sûrs, les plus méthodiques, les plus attentifs, les plus matérialistes aussi, vous disent « Ah, là, il y a une pierre d'achoppement, il y a un truc qu'on ne comprend pas. » Mais ils contournent, ils laissent. Et cette chose qu'on ne comprend pas, c'est bien sûr la venue de cette jeune femme, mais c'est aussi la question des voix. Or, ça c'est très net, hein, lisez les dernières biographies, vous verrez, on évite ça, on balaye ça, et je dirais que même si cet aspect a été évoqué à la grande époque de l'historiographie johannique, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, où beaucoup de prêtres écrivaient, des prêtres érudits, et ont produit des livres intéressants, avec une dimension confessionnelle, même eux qui ont amené Jeanne à la sainteté, même eux préfèrent éviter la question des voix. Donc il y a de multiples problèmes, et c'est ça le problème de Jeanne, de l'histoire de Jeanne, c'est sa complexité, elle fait appel à de nombreux domaines. Mais il me semble que pour autant, le mystère n'est pas totalement hermétique pour nous. Pourquoi? Eh bien écoutez, je pense qu'il faut procéder de la manière suivante. Il faut faire ce qu'on n'a pas fait vraiment jusqu'à présent. C'est l'écouter. Écoutez Jeanne. Écoutons ce qu'elle dit. Alors là, c'est simple, il faut prendre le procès. Et le procès, évidemment, c'est un document tout à fait extraordinaire. On peut le prendre, bien sûr, comme le signe
comme le document d'un simple épisode historique qui nous rapporte un événement qui s'est déroulé pendant plusieurs mois à Rouen. Mais il se peut que ce soit bien autre chose. Regardons et voyons ce qui se passe. Que découvre-t-on? Mais en fait que tout est religieux dans cette histoire. Parce que dit Jeanne? Alors là, j'entre directement au cœur du sujet. Que dit Jeanne? Je viens de Dieu. Voilà. Je suis envoyé de par Dieu. Je viens du royaume céleste, etc. Ah, ça pose pas un problème, ça? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que cet événement, la venue de Jeanne, alors je vais peut-être en choquer certains ou en déstabiliser, c'est un événement politico-militaire, certes, mais au-dessus de cet événement politico-militaire, il y a l'événement religieux. Alors l'événement religieux, nous on a du mal. On a du mal parce que nous sommes à une époque déchristianisée, à une époque qui ne voit même, qui ne comprend même pas ce que ça peut vouloir dire. Voilà, vous voyez que l'expérience spirituelle, et le mot spirituel est largement dévoyé aujourd'hui, on le met à toutes les sauces. Donc voilà pourquoi on n'a pas compris Jeanne. Parce qu'on n'a plus les outils. Parce qu'elle appartient à une autre époque qui ne nous est presque plus abordable. Alors, donc, je pense que le problème de Jeanne, que nous avons avec Jeanne, c'est que nous n'avons pas pu, nous ne savons pas la mettre, nous ne savons pas cerner son profil. Nous n'avons plus la bonne case. Donc, on a vu, bien sûr, on a vu une Amazone, on a vu il y a des femmes guerrières, en fait. Ce n'est pas la seule, il y en a. Avant, après. On a vu une prophétesse, on disait prophétesse à l'époque. En effet, il y a des prophètes, des femmes, hommes, prophètes à l'époque, qui vont à la cour. C'est pas si original que ça, pour transmettre un message céleste. C'est le cas, c'est vrai, de Jeanne. Donc Jeanne, en effet, est un peu guerrière, beaucoup même. Elle est un peu prophète, en effet. Mais est-ce que ça suffit, ça? Ben, en réalité, on peut s'arrêter là, mais ça ne suffit pas à comprendre. Et surtout, ça ne corrobore pas ce que nous découvrons dans le procès. Dans le procès, et puis avec d'autres sources aussi, comme le procès en réhabilitation qui intervient 25 ans plus tard et qui nous apporte les témoignages de ses proches. Dans le procès, d'abord c'est un procès inquisitorial qui a été choisi, c'est une solution qui a été imposée par Cauchon, l'évêque de Beauvais, et l'Université de Paris, qui était très proche de Cauchon. Les Anglais, eux, en effet, très politiques, avec leur optique militaire, comme vient de le dire Inès, ils ont beaucoup de problèmes. Jeanne leur pose beaucoup de problèmes, parce que les Anglais en ont peur. C'est important à noter aussi, ils en ont peur. Voilà. Pourquoi ont-ils peur de cette jeune femme? Il faut le faire. Et on sait que les Anglais désertent. On sait beaucoup désertent et franchissent la Manche, parce qu'ils ont peur de Jeanne. Donc, les Anglais, eux, c'est simple. C'était la méthode expéditive. Ils voulaient la supprimer. À tel point qu'ils ont bien fait signer les Français, les juges, Cauchon en premier, avant le procès. Si vous ne la condamnez pas, on se chargera, nous après on la reprend et on la supprime. C'était signé, ça. Donc, c'est plutôt Cauchon. Eux, c'est expéditif, il fallait s'en débarrasser. Certes, Cauchon, en fait, les a convaincus qu'un procédé trop expéditif serait, comme l'a dit Inès, insuffisant pour discréditer Charles et discréditer son sacre. Or, un procès en hérésie, là, qui ferait d'elle une sorcière, là, ça discréditerait Charles et son sacre. Donc, c'est un procès en hérésie, c'est un procès inquisitorial, mais pas par hasard, pas seulement pour cette raison, aussi parce que les juges de Jeanne, des théologiens, Cauchon lui-même,
étaient obnubilés par l'hérésie. Ils étaient obnubilés par les mystiques, hérétiques ou non, par les prophétesses aussi dont ils se méfiaient, et par les sorcières, et les sorciers, et les mages de tout poil, qui étaient très nombreux à l'époque. Et ils faisaient de tout ça d'ailleurs un amalgame assez rapide. Donc, très tôt, l'Université de Paris a vu en Jeanne, très tôt, avant sa capture, dès son arrivée, ils étaient renseignés, ils savaient, ils ont vu l'hérétique. Voilà. Eux, ils le savaient. Tout de suite, ils ont vu l'hérétique et tout de suite, ils ont planifié, essayé ou aspiré à la capturer et la juger en tant que telle. Donc, voilà ce qui se produit à Rouen en 1431. Eux sont convaincus de la juger pour hérésie. Les Anglais pour d'autres raisons, mais les Français, les universitaires pro-anglais, eux veulent vraiment la juger pour hérésie, et évidemment aussi parce qu'elle a Sacré-Charles, parce qu'elle appartient au camp français, et il y a une spécificité, c'est que tous ces théologiens de l'université, qui sont très en vogue à l'époque depuis la fin du XIVe siècle, font une assimilation, un amalgame entre l'hérétique et l'opposant politique qui va remettre en cause l'ordre établi. Il arrive un moment où ils font l'amalgame. La sorcière, l'hérétique, l'opposant. Et tout ça est amalgamé par le mouvement inquisitorial. Donc, le procès de Jeanne, c'est ainsi qu'il se déroule. C'est pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a à la fin du procès, au moment avant son exécution, beaucoup de troubles, parce que les Anglais voient que les Français, ces théologiens, avec leurs histoires d'inquisition, sont en train de sauver Jeanne, sans le vouloir d'ailleurs vraiment, pour leurs propres raisons. Et donc là, ça crée beaucoup de troubles. Et c'est pourquoi ils s'empressent évidemment de s'arranger pour que finalement les choses basculent et qu'on la condamne et qu'on l'exécute. Donc c'est un procès religieux, c'est une affaire religieuse et spirituelle. Les théologiens, les juges, eux, la voient en sorcière, mais ils savent bien, en effet, qu'il y a là une dimension singulière, une dimension particulière. Ce n'est pas seulement une guerrière pour eux. Donc ça, c'est une première chose. Que voit-on au procès ? Eh bien, le procès, si on le lit attentivement, et là, c'est la valeur du procès, c'est qu'on découvre les mots de Jeanne à ce moment-là. Mais tout abonde dans ce sens. Et on découvre exactement, pour y aller directement, la figure mystique dont se méfient les théologiens. Et ça, on le voit au procès, si on fait bien attention. Il y a plusieurs critères, je ne vais pas les passer en revue, on n'a pas le temps et ce n'est pas essentiel, qui permettent de voir à la lecture du procès qu'il s'agit d'une mystique. Les critères de la mystique sont finalement assez connus pour ceux qui connaissent ce domaine, et on les retrouve dans le procès. On les retrouve dans son attitude, dans ses mots. Alors, je passe sur ces différents critères, j'en dirai un ou deux, mais je vais prendre l'essentiel, le principal. Le principal, lisez bien le procès, vous verrez, du début à la fin, et dès le début, Jeanne s'en remet à Dieu et n'a qu'un seul souci, qu'une seule préoccupation pendant tous ces mois, toutes ces semaines d'interrogatoire. Il y a une douzaine d'interrogatoires échelonnés sur 2 mois. Pendant toutes ces phases, pendant tous ces moments, elle n'a qu'une seule préoccupation, c'est ne pas trahir la parole de Dieu, c'est écouter ce que Dieu veut et qu'elle soit elle-même le véhicule de la parole divine et non pas porteuse d'une parole humaine qui vienne d'elle-même. C'est là son obsession. Et c'est là son conseil. Vous savez qu'elle parle de son conseil, des saints, des anges qui la conseillent dans toute cette aventure. Les voix, donc, les voix et les visions. Alors, on pourrait dire des choses là-dessus, mais je passe. Ce conseil, qu'est-ce que c'est ? C'est la voix de Dieu. C'est l'écoute du monde céleste, de la voix de Dieu qui
qui l'oriente et qui l'habite. Voilà la source de son attitude, de son comportement, de ses paroles en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle vit dans l'abandon à Dieu, dans l'abandon à la parole céleste. Ça, c'est le premier critère de la vie mystique. Voilà. C'est la première ligne qui permet de déterminer, d'identifier une expérience mystique. L'abandon à Dieu. C'est exactement ce que nous voyons dans le procès. Et c'est en ça que le procès extraordinaire, à partir duquel je pourrais délayer là, ce que je viens de dire, mais c'est pour ça que le procès est extraordinaire. Et je reviens à ce que je disais en commençant, qu'il n'est pas seulement un épisode, un manuscrit d'un épisode historique, d'un moment à Rouen en 1431. Il est plus que ça. Il est la manifestation d'une expérience intérieure, d'une expérience mystique qui se produit là, sous nos yeux, de sorte que le procès lui-même est intégré à l'expérience de Jeanne, et son expérience transforme l'événement. Elle le transmute, elle en fait une théophanie, en fait. Une théophanie. Donc voilà qui est Jeanne. Une grande figure mystique dans la lignée d'autres jeunes femmes mystiques que l'on connaît peu, mais qui commencent à être un peu étudiées, dont certaines ont écrit, qui ressemblent beaucoup à Jeanne dans leur expérience et dans leurs mots surtout. Leur expérience peut être différente parce que chaque mystique a une vocation. Pour moi, voilà le point de départ de l'histoire de Jeanne, voilà la figure de Jeanne. Une fois qu'on a posé ça, on a la figure de Jeanne, on a une caractéristique, on est très proche de ce qu'elle devait être. Et on répond à un problème, on répond à la question du mystère qu'on ne comprenait pas. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter, j'ai encore dit 5 minutes. Donc, pour moi, ça, c'est le premier point essentiel. Le deuxième point, vous allez me dire, oui, mais son aventure, son histoire, sa mission, on ne peut la comprendre que si on part de là, en fait. Que si on part de là. Les mystiques ont en général une vocation propre, au-delà de la description de leur expérience. Ce sont souvent des personnages très engagés dans l'action, d'abord, et puis qui ont souvent une mission, une vocation précise. Ça peut être souvent la fondation d'ordre religieux, par exemple. Jeanne, certes, je viens de vous dire qu'elle était une mystique, et là je viens d'aborder, du coup, de vous dévoiler un élément important de ma réflexion que j'ai posé dans un livre, mais cette réflexion va plus loin, et nécessairement, elle conduit à sa mission, et Jeanne, en mystique, comme je viens de vous le dire, se distingue malgré tout dans cet univers-là. C'est une mystique qu'il faudra décrire, qu'il faudra analyser, comme c'est le cas d'ailleurs pour toute figure de ce genre, mais en l'analysant, on pourra découvrir quelque chose sans doute d'encore supérieur et qui se traduit dans sa mission. La vocation mystique de Jeanne est particulière, elle est liée à l'histoire. Voilà. C'est en ça qu'elle est particulière. Souvent, les mystiques ont plutôt une expérience intérieure personnelle, une expérience nuptiale de l'union à Dieu, de l'union au Christ, à l'époux. Ces mystiques sont l'épouse du Christ, et je vous signale que c'est le cas de Jeanne, c'est là le sens de son vœu de virginité, à 13 ans. C'est là le sens probablement de son anneau, le fameux anneau, la bague dont on parle tant. Qu'est-ce que c'est que cet anneau? On le trouve dans l'histoire, vous savez. C'est pas seulement l'anneau que lui a offert ses parents, c'est l'anneau qu'on offrait aux religieuses et aux mystiques en signe de mariage avec le Christ, d'union à Dieu. Voilà. Donc c'est un anneau mystique. Donc cette figure a sa vocation propre, et là elle est singulière en effet, car c'est peut-être la seule mystique qui découvre Dieu à travers sa présence dans l'histoire, à travers la révélation historique. Voilà la nuance. Alors, ça va un petit peu loin, il faut être un peu habitué avec ces notions. Et c'est pourquoi elle s'engage
toute son histoire repose sur la notion du royaume. Voilà. Sa mystique, c'est la mystique du royaume. C'est une expérience intermédiaire. C'est une mystique intermédiaire entre le terrestre et le céleste. C'est une mystique de l'incarnation de Dieu dans l'histoire. Voilà le sens de son intervention. Et pour finir, parce qu'on pourrait développer ça, pour finir, eh bien, il se trouve, pour confirmer ça, il faut penser à la filiation dans laquelle elle se place, dans laquelle elle intervient. Elle intervient dans le cadre d'une tradition, celle de la royauté sacrale, celle de la royauté des Francs, née à Reims, celle d'une alliance céleste. Donc on le sait ça, elle vient pour renouveler ou plutôt restaurer cette alliance. Mais pourquoi a-t-il fallu une mystique pour restaurer cette alliance? Voilà, je vous pose la question. Ça aurait pu ne pas être ça. Donc, il fallait cette expérience, il fallait qu'une âme se donne pour que cela s'accomplisse. Donc là, je vais m'arrêter là, mais vous comprenez qu'on ouvre là une dimension théologique très profonde, très importante. Le message de Jeanne, il est là, le message de son histoire. Ce qui est important dans l'histoire de Jeanne, c'est le sens de son aventure. C'est cette porte-là que je viens d'ouvrir devant vous qu'il faut explorer. C'est à ce niveau-là qu'on se situe. On peut bien sûr continuer d'étudier son aventure, ses épisodes, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Il faut arriver aussi à avancer, à aller un peu plus loin, et c'est sûrement le moment aujourd'hui. Donc, je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Voilà, j'ai fait le tour, là, il est -5, c'est bon? Bon, mais je pense que notre ami Laurent ne sera peut-être pas tout à fait d'accord. Mais, contrairement à ce que tu pourrais croire, je suis même plus que d'accord. Même dans mes désaccords, parce que j'en ai quelques-uns, mais c'est des micro-désaccords, je suis en méta-accord avec toi, si on veut dire. Non, sans blague. Donc moi, je vais aborder la question sous un tout autre angle, qui est complètement original, complètement bizarre. Faut savoir que moi, à la base, je suis historien des questions militaires, et notamment des questions militaires de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc, l'affaire Jeanne d'Arc, la guerre de Cent Ans, ça tombe pile dans ma spécialisation. Mais également que dans ma lointaine jeunesse, là je fais mon outing, dans ma lointaine jeunesse, j'ai été formé intellectuellement au marxisme et au léninisme. Alors c'est fini tout ça, c'est mon lointain passé, heureusement, mais je ne crache pas dessus. Je ne crache pas dessus d'une part parce que j'en ai pas honte, j'en suis pas fier non plus, mais j'en ai pas honte. Et vous voyez, je vais faire des longs détours, mais je vais revenir à Jeanne d'Arc, vous inquiétez pas. Parce que tout ça, ça a son importance dans mon explication. Donc j'en suis ni fier ni honteux, c'est là, c'est tout, c'est comme ça. Par contre, autant, contrairement aux marxistes, qui sont souvent des gens plutôt limités et étroits d'esprit, surtout de nos jours, parce qu'ils considèrent le marxisme comme une église. En fait, fondamentalement, c'est ça. Moi, une fois, ce que j'ai répondu à un ancien copain marxiste avec lequel je m'engueulais, je lui ai dit, tu sais, si tu as envie de recréer une église, il y en a une qui existe déjà, qui fait très bien son boulot. C'est pas la peine de recréer un deuxième truc. Vous, votre vocation, ça aurait été de faire autre chose, justement. Bon. Et pas de limitation. Limitation maladroite, en plus. Cela dit, le marxisme et même le léninisme, parce que c'est quand même des choses différentes, restent des boîtes à outils tout à fait intéressantes et tout à fait pertinentes qu'il faut savoir utiliser. Alors, il faut choisir les outils, il faut savoir s'en servir, il faut tout ça, bien sûr. Il ne faut pas avoir que cette seule boîte à outils-là, loin de là, mais ce n'est pas inutile.
Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que du marxisme, j'ai retenu la théorie, d'une part, du matérialisme historique, qui comprend que l'histoire est un travail et un produit qui accorde énormément d'importance aux questions sociales, au sens large du mot, pas au sens CGT du mot, hein, au sens large du mot, et le léninisme qui est fondamentalement une doctrine de l'action politique. Il faut savoir que le parti bolchevique, en 1917, quand il prend le pouvoir, c'est pas au parti bolchevique que se trouvent les meilleurs marxistes russes. Hein. Les plus grands théoriciens marxistes en Russie à l'époque, ils sont chez les mencheviks, c'est-à-dire les adversaires des... les bolcheviks sont pas très bons en théorie. Hein. Par contre, Lénine était un lecteur de Clausewitz, penseur militaire prussien, le meilleur de tous les temps à mon goût. On a l'édition de Clausewitz que possédait Lénine, hein, elle est à Moscou et tout, on a vu des photos, c'est annoté de partout, il a lu, relu, bon. Il y a une pensée de l'action politique chez les bolcheviks, un côté, une niaque, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, qui est terrible et qui est fascinante. Je parle des premiers bolcheviks, hein, ensuite c'est autre chose. Et ça, avec des outils comme ça, tout ce que je viens de déployer, enfin d'étaler devant vous, comme ça, on a une boîte à outils qui peut permettre d'ouvrir certaines clés, d'ouvrir certaines portes, permettant un regard neuf sur l'affaire Jeanne d'Arc. Nous y voilà donc. Dans le cadre de mes travaux sur l'histoire militaire des 15e, 16e siècles, j'avais pas mal étudié, c'était même le centre de mes travaux, ce que les historiens, anglo-saxons surtout, dans les années 90, parce que c'est là où il y a eu le plus, y compris de polémiques, et ils se sont écharpés entre eux d'ailleurs, autour de cette question de la révolution militaire de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Bon. Le débat s'est clos sans qu'il y ait jamais eu de conclusion de tirée, sans qu'on soit d'accord. Moi, ce que je trouve très dommage, parce qu'ils avaient tous des points de vue intéressants, et je dirais que même ceux qui étaient en désaccord entre eux, moi je pense qu'ils avaient tous raison, et que c'était passionnant. Mais bon, c'est dommage, c'est comme ça. Mais moi, en me penchant sur cette question, déjà, je me suis dit qu'en fait, le terme de révolution militaire n'est pas bon, qu'il faudrait parler plutôt de mutation, au sens véritablement biologique et darwinien du terme. Hein. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui s'intéressent, j'avais déjà fait un exposé là-dessus il y a plusieurs années au Cercle Aristote, et je crois que la YouTube est toujours disponible, donc s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez aller consulter ça. Bref. Toujours est-il que moi, une découverte que j'avais faite, je n'étais pas le seul d'ailleurs, c'est que, en fait, cette révolution, par facilité de langage, je continue à utiliser le terme révolution militaire, autour des armes à feu, l'introduction d'armes à feu, d'artillerie, les fortifications de type géométrique, ce qu'en France on appellera improprement les fortifications à la Vauban, même si ça a été inventé 2 siècles avant Vauban et par des Espagnols, mais bon, ou des Italiens plutôt d'ailleurs, mais bon, mais peu importe. En fait, pour bien comprendre les choses, il faut comprendre qu'en fait, ce grand mouvement de mutation biologique de la guerre et des armées commence 2 siècles avant la Renaissance. Il commence dès la deuxième moitié du XIIIe siècle. Or, le XIIIe siècle, pour beaucoup d'historiens, c'est la première Renaissance. Ce que même certains historiens appellent la Renaissance ratée. Avant la Renaissance qui va réussir, c'est-à-dire au XVe siècle pour les Italiens et au XVIe siècle pour le reste de l'Europe. Ça commence là. Or, cette première phase de 2 siècles et demi de la révolution militaire, elle n'a rien de technologique, ou très peu, ou à la marge. C'est une révolution, moi, que je qualifie de socio-tactique, c'est-à-dire à la fois sociale, sociologique et tactique. De même que la chevalerie est une catégorie socio-tactique, parce que c'est à la fois une catégorie sociale, nobiliaire, et tactique, c'est-à-dire de la cavalerie lourde, bon,
qui se fusionnent, comme quoi la tactique et la sociologie peuvent fusionner aussi, il y a des problématiques qui peuvent relever des deux. Bon, et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du XIIIe siècle, l'Europe occidentale et centrale est dans une crise globale quasi continue. Crise politique, crise économique, crise sociale, crise religieuse aussi, c'est pas un hasard effectivement, Hugues vient de le rappeler, mais il y a des hérésies qui surgissent partout, enfin ça me fait penser, il y a un dessin animé de Donald où il est dans une barque au milieu d'un lac et il y a des canards qui veulent couler sa barque et qui sont avec un vilebrequin qui font des trous, et lui il a beau boucher tous les trous, il y a encore d'autres trous qui arrivent. Et les hérésies à cette époque-là, c'est à peu près cette image-là, hein, ça n'arrête pas. C'est pas un hasard si Cochon était obsédé par ça, c'est pas un hasard. Il y en a dans tous les sens. Et ces hérésies, très souvent, faut pas se leurrer, elles ne sont que la manifestation de problèmes sociaux, populaires, intellectuels, parce que sociaux, pas forcément au sens étroit du mot, c'est-à-dire on veut nos 5% d'augmentation. C'est pas simplement ça. C'est à l'époque, de toute façon, la conscience des gens passe par le religieux de toute façon. Mais il y a des problèmes de légitimité des pouvoirs. C'est pas un hasard aussi si à cette époque-là, on repère un peu partout en Europe des problèmes et des phénomènes de ce qu'on appelle des rois cachés. Hein, ça a été étudié, je ne sais plus, j'ai oublié le nom de l'historien français qui avait écrit un bouquin là-dessus il y a une trentaine d'années, qui était absolument passionnante. Il y a de plus en plus des révoltes ou des hérésies qui surgissent ici et là en Europe avec le vrai roi, c'est pas celui qui est sur le trône, le vrai roi, il est caché, il est prisonnier quelque part, il dort sous la montagne, dans certaines légendes allemandes, etc. Il va revenir. Et on a des phénomènes comme ça avec Richard Cœur de Lion, on a des phénomènes comme ça au Portugal, qui va donner le sébastianisme. On a des phénomènes comme ça dans le monde germanique, dans le monde russe également, au XVIIe siècle, avec l'affaire du faux et du vrai Dimitri. On a des phénomènes comme ça partout. Ça veut dire, ça c'est la marque, c'est un marqueur du fait qu'il y a des problèmes de légitimité du pouvoir, que la légitimité du pouvoir qui est là est plus évidente. Bon. Donc on est dans une période vraiment de bouillonnement où tout chancelle, tout se repose, etc. Et l'un des phénomènes qu'on repère à cette époque, c'est notamment dans le cadre de ces luttes sociales et politiques. Les marxistes appelleraient ça de la lutte des classes, mais ils ont tort parce que la lutte des classes est trop précis. Or, parler de classe sociale au sens scientifique du terme pour le XVe siècle, c'est toujours délicat. Je préfère utiliser volontairement un terme large qui serait des luttes sociales et politiques, tout simplement. Dans ces luttes sociales et politiques, il y a de plus en plus le peuple qui monte au créneau, c'est le cas de le dire. Et vient un moment où, surtout à ces époques, le combat politique, au bout d'un moment, c'est plus seulement des mots. Hein. Le combat politique, au bout d'un moment, c'est... on y va physiquement. Hein. Physiquement. Le problème, c'est que pour y aller physiquement, à cette époque-là, le camp d'en face, l'aristocratie, elle possède non seulement un logiciel mental, je veux dire un chevalier du Moyen-Âge, au niveau de son logiciel mental, c'est un skinhead. Vraiment, hein. C'est des fous furieux. Bon. Mais également, en cette fin du Moyen-Âge, les chevaux, par sélection dans les élevages, s'alourdissent, sont des chevaux de plus en plus puissants. Les armures cessent d'être en côte de maille pour devenir des vraies armures de plate. Hein, les types ressemblent à des homards, mais en même temps, c'est des armures très fines. C'est vraiment du travail d'artisanat métallurgiste de très très haut niveau. J'ai vu des photos dans un club anglais de gars qui avaient reproduit des armures médiévales et tout ça. Il y en a un avec une armure de plate du XVe siècle complète qui fait la roue. Hein. Attention, on peut être... Bon, tout ça pour dire que cette chevalerie, à l'époque, elle possède une puissance de choc frontal terrifiante. C'est des tanks. On ne peut rien faire contre eux. En choc frontal, surtout quand ils sont lancés en plein galop avec la lance lourde et tout ça, c'est... Rien ne peut les arrêter, ou presque. Et en combat corps à corps, encore plus. Donc,
pour les formations politiques, populaires, urbaines ou rurales d'ailleurs, hein, de ces époques-là en Europe, quand on doit en venir aux mains avec cette catégorie-là, il faut y réfléchir à 2 fois. Et donc vont commencer à se mettre en place des infanteries modernes. Les infanteries modernes qu'on connaît aujourd'hui sont issues de ce processus-là. Ce qui me permet de dire, au passage, que dans l'ère civilisationnelle occidentale, ça ne marche pas dans l'ère civilisationnelle africaine ou méso-américaine ou asiatique, mais dans l'ère civilisationnelle occidentale, l'infanterie est toujours une émanation populaire, la cavalerie est toujours une émanation aristocratique, sauf l'exemple de la cavalerie légère, mais ça c'est tout autre chose. Et l'artillerie est une émanation de l'État, ne serait-ce qu'en raison des capitaux que cela exige, en fabrication et en possession. Ça coûte, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, hélas, ça coûte un pognon de dingue. Voilà. Bref, ces infanteries vont devoir, dans un premier temps, créer des moyens matériels de lutter contre cette cavalerie lourde. Ça va être, on met des épieux devant les formations d'infanterie, et puis ils vont choisir des armes qui systématiquement mettent à distance l'adversaire. Soit des armes de jet, arbalètes, arcs, soit des armes dites d'ast, T'-H-A-S-T, c'est-à-dire des armes à hampe longue, hein, pique, hallebarde, etc. Ça, c'est une chose, mais ensuite, il faut constituer les logiciels mentaux de cette infanterie pour qu'elle accepte et soit capable de combattre côte à côte, en formation serrée, qu'elle résiste à des assauts, qu'elle ne se débande pas comme une volée d'oiseaux au premier choc venu, etc. etc. Il y a tout un logiciel mental à créer. Bon. Toujours est-il, là-dessus, je vous renvoie à l'autre vidéo, mais toujours est-il que ces phénomènes de création d'infanterie populaire, dans l'Europe des 14e, 15e siècles, et dans l'Europe occidentale et centrale des 14e et 15e siècles, on la repère à peu près partout. On repère ça dans les milices des communes italiennes, flamandes ou aragonaises. On repère ça dans, avec les archers anglais, les célèbres archers anglais qui ont foutu autant de dérouillés à la malheureuse chevalerie française. Enfin, la malheureuse chevalerie française qui avait fait tout pour perdre, entre parenthèses, tellement... enfin bon, passons. Je vais devenir méchant et je vais m'énerver tout seul. Mais perdre comme ça, c'est à ce point-là, il faut vraiment être con. On se plaint de nos élites actuellement, mais je crois qu'on a toujours eu un problème d'élite en France. Je crois que c'est structurel. Systémique, exactement. Exactement. Bref. On repère ça donc en Angleterre. Et je veux dire, la légende de Robin des Bois. La légende de Robin des Bois situe l'action de Robin des Bois au XIIe siècle, 1100 et des brouettes. Mais sauf que la légende se développe beaucoup au XVe siècle. C'est pas un hasard. Et on sait par ailleurs que le peuple anglais du XVe siècle, y compris le petit peuple dans les campagnes, sait lire et écrire. Et ça, c'est une première dans toute l'histoire de l'humanité. Le peuple anglais au XVe siècle sait lire et écrire. Ça ne s'est jamais vu auparavant dans toute l'histoire de l'humanité, je le souligne bien. Donc vous voyez que des ouvrages comme ça circulent, c'est pas un hasard non plus. Et ça contribue, ça aussi, à former des logiciels mentaux dans une population. Pardon ? Notamment le protestantisme. Oui, oui, mais ça c'est plus tard. C'est plus tard. Et le protestantisme n'est en fait que l'arrivée au XVIe siècle de toutes ces tentatives d'hérésie et tout ça dont on parlait tout à l'heure, et qui ont toutes échoué, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui réussisse, qui transforme l'essai, hein, si vous me permettez. Avec l'imprimerie. Et avec l'imprimerie en plus, bien sûr. Et donc, ces formations d'infanterie populaire, je les vois émerger à peu près partout. Sauf en France. Sauf en France. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi ? Parce qu'en France, le problème, c'est que, autant en Angleterre,
Alors, le cas des milices bourgeoises, en Flandre, en Aragon, et en Italie du Nord et du Centre, c'est clair, c'est des milices bourgeoises, des populations urbaines, libres, qui s'arment pour défendre les remparts de la ville. Et pour faire régner l'ordre à l'intérieur de la ville, et tout ça, bon. Et éventuellement aussi pour armer la flotte de commerce des cités marchandes italiennes. Bon. Là, ça s'explique. En France, en Angleterre, ça s'explique par le fait que la paysannerie est depuis presque toujours une paysannerie, essentiellement une paysannerie libre. Les fameux yeoman qui ont le droit au port d'armes. Et les rois d'Angleterre s'en servent, instrumentalisent ce peuple, si bien que l'échiquier politique de l'Angleterre médiévale, c'est un échiquier à 3 bandes. Il y a la monarchie, il y a les barons, et puis il y a le peuple. En général, le roi s'appuie sur le peuple pour contrer les barons. En France, c'est un échiquier il y a 2 camps. Il y a le roi et les barons. C'est pour ça d'ailleurs qu'aussi en France, pour en revenir aux problèmes, aux pathologies systémiques des élites en France, on a en permanence un problème d'une aristocratie qui est antinationale, fondamentalement. Pour moi, ça vient de là. Qui n'est pas patriote. Elle est en permanence en lutte contre le roi de France, au nom de la défense de ses petits privilèges, etc. Et le peuple, qui est pas un acteur, qui est exclu du jeu, il est en quelque sorte sur les tribunes et il regarde le match. Ça, c'est le problème de la France. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si on va mettre autant de temps en France pour créer une authentique infanterie nationale de qualité. Enfin, alors ça va pas se faire, il va y avoir plusieurs étapes, mais en fait, on ne va véritablement réussir et aboutir, terminer le processus de création d'une infanterie véritablement française, c'est-à-dire pas mercenaire, et véritablement de qualité, c'est-à-dire compétente, avec la Révolution française. Pas avant. Avant, il y aura des bribes, il y aura des éléments qui vont dans le bon sens et tout ça, mais bon. Eh bien, je me dis, et ça c'est ma première hypothèse, le phénomène Jeanne d'Arc, c'est la manifestation en France, donc très particulière, de ce phénomène d'infanterie populaire que je viens d'évoquer et qu'on rencontre partout dans le reste de l'Europe. C'est la manifestation française. Alors c'est une manifestation très particulière parce qu'elle est profondément mystique, ça c'est vrai. Et Hugues, on en a discuté un peu avant, il a achevé de me convaincre. Moi, je suis maintenant persuadé que Jeanne d'Arc est vraiment... et là encore, je suis athée, hein, je ne suis pas du tout mystique, ni quoi que ce soit. Hein, mais pour moi, c'est pas incompatible avec nos points de vue. Je suis persuadé qu'avec tout ce que tu expliques, Jeanne est sans doute l'une des saintes les plus importantes de toute l'histoire du christianisme. Peut-être même la plus importante, à mon avis. Mais bon, c'est un autre débat. Mais c'est... alors ça se manifeste pas sur la formation d'une nouvelle formation militaire, infanterie, machin, etc., etc. Mais ça se manifeste sous la forme d'une sorte d'ange mystique, entre guillemets, bien sûr, qui va intervenir dans une période où vraiment la France est à 2 doigts de disparaître. La crise est gravissime à cette époque-là. Militairement, politiquement, géographiquement, parce qu'une bonne partie du territoire est au moins des Anglais ou des Bourguignons. Même l'Église est divisée. Hein, on le voit justement pour ces droits avec l'évêque Cauchon, il y a des pans entiers de l'Église qui sont du côté de l'ennemi. Mais ça, dans les siècles suivants, on en aura l'habitude aussi en France. Hein, moi, ma thèse, c'est qu'à partir de Louis XIV, l'Église de France est tenue verrouillée, infiltrée jusqu'à l'os, parce que ce qu'on appelait au XVIe siècle le parti espagnol. Mais ceci est une autre histoire, comme disait Kipling. Mais c'est plus une Église française, gallicane et patriote. Bref, ça se manifeste de façon politique, parce que je pense que face à cette crise, face à l'absence d'une véritable et d'une authentique élite patriote, il fallait que ce soit un personnage mystique, issu du peuple. Je fais presque du marketing politique, là. Il fallait que ce soit quelqu'un de mystique, issu du peuple. Et pourquoi issu du peuple? Parce qu'étant donné que les élites et les oligarchies étaient discréditées et ou divisées,
Eh bien, au sens léninisme du terme, il fallait faire appel aux masses. Politiquement, c'était la carte à jouer. Il fallait jouer la carte de l'appel aux masses pour contourner les obstacles. Et ça a été réussi. Ça a été d'autant plus réussi qu'on sait maintenant, tous les historiens le savent depuis longtemps, que la véritable naissance, le véritable point de naissance, c'est pas l'aboutissement, mais c'est le point de naissance d'un authentique sentiment patriote et national français, c'est cette époque-là. Pas uniquement l'affaire Jeanne d'Arc, c'est la guerre de 100 ans. Ne serait-ce que parce que c'est la première fois que tous les gens du royaume de France ont eu affaire aux mêmes ennemis. En permanence. Bon. Hein, comme disait quelqu'un que j'aime pas beaucoup, qui s'appelle Jean-Paul Sartre, mais là, quelquefois, lui aussi, il lui est arrivé de dire des choses. On se pose en s'opposant. Mais elle est très juste, cette phrase. On se pose en s'opposant. Et il a fallu une opposition commune à tous les Français, qu'ils soient gascons, normands, berrichons, provençaux, ou que sais-je, pour se sentir français. Et là, je pense que d'un point de vue marketing politique, le personnage de Jeanne d'Arc correspond pile poil à tout ça. Et c'est parfait. C'est pour ça que je pense, en ajoutant un autre fait, quand on voit le degré d'intelligence de cette femme, son degré d'intelligence politique, et sa finesse politique, notamment à la cour de Bourges, son degré d'intelligence et de compétence militaire, notamment pour manier l'artillerie lors des sièges. Et l'artillerie est une arme éminemment technique. Et quand on voit, y compris son degré d'intelligence théologique pour répondre à ses accusateurs lors de son procès de Rouen, c'est pour ça que je pense qu'il est impossible, moi l'explication uniquement religieuse, mystique, c'est l'envoyé de Dieu, à la fois je ne suis pas contre, même si je ne pense pas ça en ces termes-là, forcément je ne peux pas, mais je pense que c'est insuffisant. Je pense qu'il y a des forces très terrestres qui l'ont formée, cette femme, qui l'ont façonnée, on ne sait pas qui. Moi j'ai une hypothèse. C'est pas du côté de la cour et de la monarchie que ça vient. Ils sont trop faibles et puis surtout ils sont trop cons. Moi, franchement, la cour de Charles VII, bon. Et c'est... Non. Je peux pas le voir de ce côté-là. Mais qu'une jeune paysanne, adolescente de 16 ans, se montre aussi géniale en matière de finesse politique, de manœuvre politique, de sens militaire, et même de sens théologique, c'est rigoureusement impossible, même avec l'inspiration divine. Je suis désolé, c'est impossible. Aussi génial que ça, parce que tout le monde parle de mystère Jeanne d'Arc. Ben oui, mais justement, parlons-en du mystère Jeanne d'Arc. Comment expliquer ce génie de cette femme, de cette jeune femme? Moi, mon idée, c'est qu'il y a des gens dans l'Église de France à cette époque-là. Alors on va me dire c'est une théorie du complot. Peut-être, je m'en fous, on peut m'accuser de ce qu'on veut. De toute façon, le mot complot est un mot débile qui est utilisé aujourd'hui pour dire n'importe quoi. Ça s'appelle de la pensée stratégique, tout simplement. Tout simplement. Et l'idée de prendre quelqu'un, de repérer quelqu'un de jeune et de prometteur, de le repérer très jeune et de le former dans l'ombre pour le faire grimper, en politique, c'est très courant. C'est très courant. C'est comme ça qu'on choisit les Dalai Lama, entre parenthèses. Hein. C'est comme ça que dans certaines grandes dynasties de capitaines d'industrie, on repère dans tous les fils celui qui est le moins bête, le moins petit con à bagnole de sport, et le plus sérieux, et qu'on va former, on va lui faire polytechnique et tout. Enfin bon, c'est voilà, bon. C'est comme ça que procède la CIA. C'est comme ça que procède la CIA. C'est comme ça qu'ont procédé les trotskistes. Hein, Lionel Jospin, c'était ça. Alors le problème, c'est que Lionel Jospin, c'est que la taupe a explosé dans les mains a explosé à la figure de ceux qui l'avaient envoyé pour infiltrer le Parti socialiste. Et il est devenu socialiste. Il a été en quelque sorte gobé, avalé par ceux qu'il était censé infiltrer. Mais c'est ça, hein, bon.
etc., etc. Mais ça se pratique. Ça se pratique couramment. Et la CIA le pratique effectivement depuis elle a l'intelligence. C'est pas un hasard s'il y avait beaucoup de trotskistes à la CIA d'ailleurs. Mais pour infiltrer des gens, moi je pense que des fractions, et c'est pas du tout une critique contre l'Église, ce que je suis en train d'émettre là. Pas du tout, au contraire. Si mon hypothèse est juste, parce que ça n'est qu'une hypothèse, étant donné que j'ai pas de preuve, je ne peux pas avoir l'outrecuidance de dire c'est comme ça, c'est vrai. Non, c'est une hypothèse. Mais si cette hypothèse est vraie, et je ne pense pas qu'on puisse avoir des preuves, en tout cas c'est difficile, ou en tout cas il faudra faire des vraies recherches complexes, je pense qu'elle a été repérée, formée, briefée, comme on dit, depuis longtemps, depuis sa jeune époque. Elle avait autour d'elle justement son conseil. Et il n'est pas impossible que même en prison à Rouen, elle ait eu des visites aussi, pour la conseiller. C'est pas impossible non plus. Un geôlier, ça s'achète. Hein. Bon. Moi, si l'Église de France a fait ça, moi je lui tire mon chapeau, non seulement parce que techniquement c'est très bien, c'est balèze, chapeau, mais également parce que politiquement, elle a eu 100 000 fois raison. 100 000 fois raison de le faire. C'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. C'était la martingale à jouer. Dans une situation aussi désespérée, c'était la martingale à jouer. Voilà. C'est... Et ce d'autant plus que la tradition dans la monarchie française, d'un point de vue militaire, dans la monarchie française médiévale et jusqu'à la Renaissance, jusqu'au XVIe siècle, c'est que le roi de France combat avec son armée dans la bataille, mais il ne commande pas. Il combat, c'est-à-dire il paye de sa personne, physiquement, avec tout ce que ça implique de danger et donc de courage, entre parenthèses. On le voit avec Philippe Auguste à Bouvines, on le voit avec François Ier à Marignan. Il combat, il y va, il donne de sa personne, mais celui qui commande, qui non seulement dirige, mais avant la bataille même a pensé le plan de bataille, c'est généralement un religieux. À Bouvines, on sait par exemple que c'est un certain frère Guérin, qui était un hospitalier, donc un ordre religieux militaire en plus, ça aide. À Marignan, c'est, j'ai oublié son nom, mais c'était un ingénieur espagnol responsable de l'artillerie qui avait été fait prisonnier par les Français quelques années auparavant et qui était passé au service des rois de France, qui va penser la bataille, notamment la disposition de l'artillerie au préalable. Et celui qui va diriger les manœuvres de la bataille, c'est le connétable de Bourbon, sauf que le connétable de Bourbon, quelques années après, il va trahir le roi de France, et là, il va devenir, c'est comme à l'époque de Staline, hein, son nom va être rayé partout, il va être effacé des photos, il ne faudra plus parler de lui, mais c'est lui qui est le vrai commandant de la bataille à Marignan, c'est le connétable de Bourbon. Lui et l'Espagnol, là, bon, c'est tout. Et là, cette idée de l'Église qui se montre compétente et qui agit en matière militaire, ça me semble pas du tout, permettrai le mauvais jeu de mots, ça me semble pas du tout une hérésie. Parce que c'est un savoir intellectuel et qu'à l'époque, le dépositaire du savoir intellectuel, c'est l'Église. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a pas 36. Alors, le savoir-faire du combat, le savoir-faire concret du combat, ça, c'est les chevaliers. Mais savoir où je pose des canons, savoir une compétence à la fois stratégique et politique, de savoir que vaut mieux d'abord aller à Reims alors que j'ai la possibilité de prendre Paris. Mais ce qui serait intéressant militairement, mais politiquement, c'est plus important de foncer sur Reims parce qu'il faut d'abord sacrer le roi. Tout ça, c'est des savoirs, effectivement, qui viennent du monde clérical. C'est l'Église qui possède des bibliothèques gigantesques dans lesquelles il y a, par exemple, tous les classiques des penseurs militaires romains et grecs. Il y a certains seigneurs, certains grands seigneurs très friqués en possèdent aussi dans la bibliothèque. En général, ils les lisent pas. Hein. C'est là, dans la bibliothèque, ça fait bien d'avoir les œuvres
de Xénophon, etc. Mais en général, ils ne les lisent pas, ou alors ils les feuillettent comme ça, mais bon, c'est pas leur truc. Hein. Bon. Il y a une hypothèse parallèle. Je peux ? Oui, bien sûr. Je vais revenir sur Christine de Pisan parce que, en fait, il y a une hypothèse parallèle, mais qui, elle, exclut toute mystique, dans un livre récent, en fait, d'une Australienne qui s'appelle Karen Green, et qui prête à Christine de Pisan ce rôle de mentor militaire de Jeanne. Pourquoi cela ? Parce qu'en fait, en 1410, Christine de Pisan a écrit un traité d'art militaire qui s'appelle le Livre des faits d'armes et de chevalerie, qui est un traité qui a été très important, très copié, publié, ensuite imprimé, et lu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Même Napoléon avait un exemplaire. Et c'est réputé un très bon traité d'art militaire qui s'appuie justement et qui met à la portée des gens qui ne savent pas le latin, et les chevaliers de l'époque ne savent pas le latin et n'ont pas accès direct à ce savoir des clercs. Elle met à leur portée, en fait, des éléments empruntés, des traductions empruntées aux meilleurs auteurs antiques, notamment Végès, ainsi que et complétées par d'autres sources, en fait, et y compris par des éléments d'information directe qu'elle a obtenus des chevaliers, alors d'une génération antérieure, en fait, celle des seigneurs qui vont mourir à la bataille d'Azincourt, d'ailleurs, et où elle avait beaucoup de soutien et d'amis, et c'est probablement un traité d'art militaire qu'elle a fait à leur demande, pour eux. Elle se réclame d'ailleurs dans l'introduction à son traité de la déesse Minerve pour s'autoriser, bien que femme, à parler de ces questions qui sont d'ordinaire, et en tout cas à son époque, des questions viriles en fait, et masculines. Le Dittier de Jeanne d'Arc, où Christine de Pisan fait l'éloge de Jeanne, est sa dernière œuvre, mais une partie de ses écrits, je pense à La Cité des Dames, qui est un éloge des femmes en prenant tous les exemples antiques jusqu'à son temps, mais de femmes qui ont compté dans l'histoire, y compris dans l'histoire militaire. Alors toutes les reines des Amazones défilent, en fait, mais donc ce texte et d'autres textes, y compris donc son traité d'art militaire, mais aussi un très très long poème qui s'appelle La mutation de fortune, où il est aussi question des Amazones, ont fait la promotion en fait de la femme combattante, de la femme guerrière, à travers ces exemples qui remontent à l'histoire mythique, en fait. Mais et cela, à mon sens, a finalement servi et a amené la reconnaissance de la figure de Jeanne, et elle n'est pas la seule, en fait. Dans un livre de la fin du XIVe siècle qui s'appelle le livre de Liès, où il est aussi question des Amazones, l'auteur, qui est un homme, en fait, fait un vibrant éloge de la femme guerrière, qui est même plus valeureuse que les hommes. À l'époque, il y a tout un engouement pour les preuses, en fait, qui sont en parallèle des preux tirés des trois grandes époques, donc l'Antiquité biblique, romaine et puis médiévale. Et en parallèle, on met leur joint, en fait, des figures de preuses qui sont essentiellement des Amazones. Et toute cette littérature autour de la femme guerrière qui est purement littéraire, en fait, mais elle est en arrière-plan aussi de la reconnaissance de Jeanne, qui
même si elle est combattue par un certain nombre de théologiens qui trouvent épouvantable qu'une femme puisse porter l'armure, puisque une des premières choses que va faire Charles VII, c'est de commander une armure sur mesure par des armuriers, un armurier tourangeau. Mais pour les chevaliers eux-mêmes, en fait, qui la voient à l'œuvre, qui la voient comme un des leurs, en fait, et qui la considèrent comme telle, et à mon sens, d'autant plus qu'elle n'est pas dans une position qui serait, où on verrait la femme plus en arrière, plus prudente, plus pacificatrice peut-être. Elle veut être en avant, dans l'avant-garde, au premier plan. Elle s'expose, elle va déjà d'ailleurs être blessée grièvement par 2 fois, et de ce fait, son énergie dans le combat s'accorde tout à fait avec les jeunes chefs de guerre, puisque la plupart des chefs militaires de l'époque sont extrêmement jeunes. Ce sont des hommes qui ont la vingtaine, en fait. Ce sont les cadets, ce sont des cadets de Gascogne, mais aussi des cadets de grandes familles dont les aînés ou les pères ont été décimés, sont morts ou ont été faits prisonniers à la bataille d'Azincourt, et qui sont déjà aguerris dans le combat, et qui sont en fait adeptes des coups de main, et vraiment de la guerre, en fait. Et la position de Jeanne, qui veut toujours aller en avant, elle rejoint tout à fait leur état d'esprit. Et donc elle est reconnue comme leur père, finalement, et acceptée beaucoup plus facilement qu'elle ne va l'être du côté de l'Église et du côté des théologiens qui, eux, sont gênés ou partagés ou sur cette question. Et je sais pas si termine. Et cette évidemment Christine de Pisan, même si en tant que fille d'astrologue elle se dit, elle voit elle-même, elle s'attribue aussi une prescience des événements à venir, mais ce serait aller trop loin d'imaginer qu'on a pu prévoir Jeanne d'Arc avant même sa naissance, mais en tout cas tout ce contexte, même s'il est purement littéraire au départ, est tout à fait favorable. Concernant l'hypothèse en fait d'un enseignement de Christine de Pisan, qui elle n'a jamais été sur un champ de bataille, mais d'un enseignement direct de Jeanne, ça me paraît difficile en fait pour des raisons ne serait-ce que géographiques. Mais en revanche, on peut imaginer, et on ne peut pas en tout cas exclure, un faisceau, on disait, de contributeurs en fait à l'action de Jeanne. Je l'appelle Jeanne parce que c'est le nom qu'on lui donne, Jeanne la Pucelle, et à l'époque on ne lui donne pas son nom dit de famille en fait. Mais de contribution, pour moi, l'une de celles qui m'apparaît, alors je ne vois pas plutôt du côté des gens d'église, mais plutôt du côté des vrais politiques, et il y en a quand même malgré tout à la cour de Charles VII, et notamment la femme forte de l'époque, qui est Yolande d'Aragon, la belle-mère du roi, qui est vraiment la tête politique en fait de la cour, hein, et qui va effectivement, à l'arrivée de Jeanne à Chinon, va la prendre sous son aile. La difficulté, en fait, c'est qu'on a des hypothèses, des hypothèses plus ou moins séduisantes ou plus ou moins vraisemblables. On n'a pas de preuves directes en fait de cette action, d'autant plus qu'elle devait en partie être secrète. En fait, on a promu le côté finalement de l'innocence en fait de cette jeune fille inspirée et envoyée par Dieu, et on a sans doute mis en fait caché pour des raisons tactiques aussi et même psychologiques, enfin
les implications que ça pouvait avoir et le rôle d'un certain nombre de personnes dans son entourage ou dans l'entourage de la reine Yolande ou de certains chefs militaires. Ce qui est frappant quand on lit en fait les témoignages, et notamment du procès en réhabilitation, qui nous donne vraiment des aspects très, très sensibles et même très émouvants en fait des attitudes de Jeanne, de la façon dont elle se comporte, à la fois très, très simple, très, très lumineuse aussi, et sans distance sociale en fait. Ce qui est frappant, c'est de voir l'admiration que lui porte un certain nombre de grands seigneurs. Je pense au duc d'Alençon qui est à peine plus âgé qu'elle et qui lui voue une admiration sans borne, aussi à côté et peut-être presque amoureux en fait dans la façon dont ému en fait dont il en parle longtemps après sa mort, mais aussi elle est portée par un véritable, et là ça rejoint ce que disait Laurent Henninger, est portée par un véritable mouvement populaire. Dès qu'elle arrive quelque part, la population vient lui faire toucher des chapelets. On cherche en fait soit sa bénédiction, soit à obtenir des grâces en fait à travers elle. Et ce côté mystique et ce rayonnement, en fait, il est aussi ressenti par les hommes d'armes qui l'entourent, y compris des gens, je disais, assez peu recommandables, où on sait que Lahire, par exemple, passait son temps à jurer, et elle, il y a des gens comme Gilles de Règne, quelques personnages assez particulier, mais elle réprimande, elle n'hésite pas à leur faire la leçon, en fait, la leçon de morale, en fait, puisque sa conception aussi de l'engagement militaire est assez proche finalement d'une guerre sainte, en fait. D'ailleurs, Christine de Pisan, dans son poème, assigne simultanément à Jeanne et à Charles VII pour mission ultime de délivrer Jérusalem. Rien moins. Ça paraît un peu lointain dans le contexte de la France de l'époque, mais c'est ce qui me fait dire aussi qu'il doit y avoir une influence angevine directe en fait sur cette programmation, ce programme, cette mission de Jeanne, parce que la question de Jérusalem, c'est pas tant le roi de France qu'elle intéresse, mais le duc d'Anjou, qui est roi de Jérusalem en titre, même si depuis longtemps, depuis des siècles, ça n'est qu'une virtualité en fait, puisqu'il n'a plus depuis bien longtemps la possession du royaume proprement dit. Mais voilà, je vous laisse peut-être la parole. Il est vrai que oui, on a remarqué en effet que Jeanne était proche du milieu angevin, c'est certain. Elle le dit d'ailleurs. Enfin, c'est les gens autour d'elle, les gens qui la protègent, viennent de ce milieu-là, de cette petite cour angevine. Indéniablement, vous avez tout à fait raison. Jeanne vit dans l'incarnation. Jeanne vit dans l'imprégnation de tout ce qui fait son époque, y compris religieusement. On le voit bien, il y a dans ses pratiques des choses qui sont tout à fait en accord avec ce qui est à la mode, qui vient souvent des franciscains à l'époque, qui ont beaucoup de succès, certaines formes de dévotion, certaines évocations, allusions, la dévotion au nom de Jésus, par exemple, sont des choses qui sont très marquées. On voit d'où ça vient, on voit comment ça fonctionne, c'est son époque. Et Jeanne est de son époque. Il n'y a aucune difficulté avec ça. Et elle pénètre le monde chevaleresque, le monde aristocratique, le monde de la cour, et elle en fait partie finalement. Donc là aussi, elle n'est pas du tout détachée par rapport à ça.
Mais ce qu'on remarque chez Jeanne, c'est justement qu'il y a en elle la confluence de deux choses, de ce monde, de son monde, de l'incarnation, et d'un autre monde. Voilà. C'est ça la particularité, c'est ça qui est un peu difficile à saisir. On le voit très bien au procès, une fois encore, j'y reviens. Le procès il se passe en deux temps, enfin en réalité sous deux angles. Les juges insistent, ils l'interrogent beaucoup sur son aventure, sur ses détails, sur ce qui s'est passé, sur qui elle a rencontré, etc. Tel ou tel événement à un moment donné qu'on leur a rapporté. Enfin, ils ont beaucoup enquêté, donc ils l'interrogent beaucoup là-dessus. D'ailleurs, entre parenthèses, aussi dans une optique qui est celle de déceler d'éventuelles magies. Mais bon, il y a ce volet-là. Mais il y a, donc, comme je le disais à l'instant, aussi l'autre volet qui d'ailleurs très vite prend le dessus, parce que les juges se rendent compte que finalement ils ne tireront rien d'elle rien qui permette de la condamner par rapport aux faits. Donc très vite, l'autre angle apparaît, qui est celui de l'angle spirituel, religieux, voire magique dans leur optique, mais celui-là en tout cas, c'est là qu'on parle des voix et des visions. Donc le procès illustre vraiment ça, il montre ces deux aspects, et on le voit bien, en faisant attention à la lecture, à la découverte du procès, on voit bien qu'il y a là les deux visages de Jeanne, j'allais dire, hein, ces deux aspects qui l'habitent, et elle ne renie pas le premier au bénéfice du second, mais elle les segmente, elle les distingue nettement, elle établit nettement une barrière entre les deux. Et ce qui se passe, le procès s'articule comme ça. C'est la question du franchissement de cette barrière, du passage de l'un à l'autre, d'un monde à l'autre. C'est comme ça que s'articule le procès. Et on va terminer, peut-être, ça va. Et là, si on voit ça, indéniablement, c'est l'univers de Jeanne qui apparaît là. Donc ça, il faut l'admettre. C'est ainsi qu'elle apparaît. Et elle dit bien, la barrière dont je parle est soulignée par le fait qu'elle refuse de parler du monde céleste, alors que les juges insistent, veulent en entendre parler, justement, parce qu'ils soupçonnent de la magie, évidemment. Ils soupçonnent un monde démoniaque, eux. Donc, et là, il y a une barrière très nette. Jeanne distingue bien ces deux mondes, et on ne passe pas de l'un à l'autre comme ça. Il faut en être capable. Et elle en est capable. En phase 2, ils n'en sont pas capables. Voilà. Donc, il y aurait en plus une dimension chamanique. Alors, non, mais d'après les juges. D'après les juges, oui. Non, mais dans sa réalité à elle, et c'est pas ironique à ce que je dis. Hein. Alors, ça n'est pas du chamanisme. Ça n'est pas du chamanisme. Non, c'est autre chose. Elle est tout à fait évangélique, Jeanne. Dans ses mots, dans son expérience, et elle le prouve tout simplement par son attitude, une fois encore, jusqu'au terme du procès. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, elle est entièrement dévouée à la parole de Dieu, elle est donnée à Dieu, à tel point, jusqu'au sacrifice. Je vous rappelle que cette jeune fille a 19 ans, que pendant des semaines on lui dit, parce que notamment le confesseur qui est là, qui lui dit, mais arrête, ils vont te tuer. Renie tes voix, sinon ils vont te tuer. Et non, elle ne renie pas ses voix. Mais pour moi, ça fait partie de son intelligence supérieure. Je vais te répondre. Elle ne renie pas ses voix, ça veut dire elle ne renie pas la parole de Dieu, la promesse qu'elle a faite à Dieu. Un jour, Adam et Émi à 13 ans. Voilà. Donc ça, une fois encore, c'est de la mystique. Alors, bon, tu vas me dire, oui, mais pour le reste, on l'a formé. C'est simple. Rien ne montre ça. Mais rien n'indique ça. Tout indique le contraire. Et tu penses bien que les juges, ils l'ont interrogé. Et s'il y avait eu quelque chose comme ça, ils l'auraient vu. Donc ça, c'est une hypothèse intéressante qui n'est pas fausse dans une certaine mesure. Dans la mesure de ce que je viens de dire tout à l'heure, où elle est pénétrée, en effet, du monde qui la prend sous sa coupe.
Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Et là, cet objectif, c'est-à-dire que, en effet, rien n'indique quelque chose de cet ordre-là. Tout montre que tout vient d'elle. Lisons attentivement ces mots. Tout montre que tout vient d'elle. Je répète, elle a du monde autour d'elle, elle est influencée, elle a des phases, elle a des moments où elle parle à travers, où ces mots viennent d'elle. Et à ce moment-là, ça se voit. Et elle le dit des fois. Par exemple, aller assiéger la Charité-sur-Loire, ben elle le dit. C'est pas mes voix, c'est les chevaliers qui m'ont amené là-bas. Donc là, c'était humain. Donc parfois c'est humain, parfois ça ne l'est pas. D'accord, mais oui, mais non. Parce que c'est pourquoi. Non, mais je polémique pas pour le plaisir de polémiquer. Bon. Il y a, j'ai... de parole. Pardon ? Tour de parole. Oui, c'est le dernier tour, bien sûr. Tu dis rien n'indique. Mais ça dépend ce qu'on cherche, ça dépend ce qu'on sait chercher. Parce que moi, tu dis rien n'indique, moi je te rétorque, ce que je te disais tout à l'heure, ça n'est pas possible autrement. Oui, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible autrement. Alors, si ça n'est pas possible autrement, ces choses-là existent, mais elles n'ont pas été vues. Et c'est pas forcément un truc de complot avec des mecs en cagoule, qui, comme dans Tintin, là, qui avec des mots de passe et tout ça, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et puis ça peut également être un faisceau de convergence avec Christine de Pisan, ou des gens qui ont lu Christine de Pisan, Alençon, Yolande d'Aragon, etc. Oui, ça n'est pas possible autrement. Il suffit de penser, parce que c'est bien joli de penser les idées, la théologie et tout ça, mais vient un moment où les phénomènes politiques et militaires, il faut les penser de façon politique et militaire. Et c'est là où souvent les intellectuels sont impuissants à comprendre ces choses-là, y compris dans leur caractère souvent trivial, voire glauque. C'est de la manœuvre, c'est de l'espionnage, c'est de la trahison, c'est des coups de poignard dans le dos, c'est du mensonge, c'est tout ça. La politique, c'est ça. Vient un moment où les voix du ciel, je suis désolé, moi... on ne me le fera pas dober. On ne me le fera pas dober. Alors, je ne nie pas, je pense par ailleurs que quelle que soit la formation et les conseillers qu'elle ait pu avoir, je pense qu'à la base, cette jeune femme était d'une intelligence supérieure. Ça, je le pense de toute façon. Elle était d'une intelligence supérieure et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été repérée. Et ensuite, qu'il y ait des choses qui relèvent du surnaturel dans son esprit, moi, ça ne me gêne pas. Je sais que l'esprit, la psyché humaine, est une chose suffisamment complexe et infinie, et j'insiste bien sur ces deux adjectifs, d'une complexité et d'une infinité dont on n'a pas idée, hein, et que c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. De même que c'est pas un hasard si j'ai employé le terme de chaman tout à l'heure, c'était pas de l'ironie, mais décrire quelqu'un qui se pose en interface entre des puissances d'un monde supérieur et le monde réel, c'est typiquement une fonction, en ethnologie, c'est typiquement ce qu'on appelle du chamanisme, entre parenthèses. Typiquement. Et je pense qu'il peut y avoir effectivement... Alors, on peut l'expliquer de façon surnaturelle ou pas. Ensuite, c'est un choix personnel sur lequel il n'y a même pas à discuter, à la limite, ni à débattre, ni même à s'affronter. Mais je pense que tout ça peut aussi s'expliquer par des choses tout à fait rationnelles, ou en tout cas parce qu'on sait de la rationalité de la psyché humaine. Il y a quelque chose qui reste... C'est pas incompatible. Il y a quelque chose qui reste de l'extraordinaire, c'est la réaction autour d'elle. Ses compagnons d'armes le disent, en fait. Ils sont attirés, mais il y a une sorte d'effet, comment dire,
repoussoir qui fait qu'avec elle, il se comporte. Et plus que dignement, oui, respectueusement, dans des contextes où elle aurait pu être mise en danger à plein de moments. Et elle a été mise en danger à plein de moments. Dans l'histoire, c'est pas forcément quelque chose de miraculeux et divin. Ils le disent. Ils le présentent oui, comme ça. Ils le disent parce qu'à l'époque, on ne sait pas exprimer ce genre de choses autrement qu'à travers un discours religieux. Donc, d'accord, oui, mais non, c'est pas une preuve. Je suis désolé, mais c'est pas une preuve. Bon, tout le monde est d'accord sur les désaccords. On avait eu 2 tours de table, et moi, je suis désolé, à un moment... Il faut s'arrêter. Voilà, la question. Dieu tranche. Vandali. Oui, il y a des questions. Alors, j'aurais une question hypothèse pour essayer de concilier les deux points de vue. C'est soit à la cantonade, soit à un en particulier. Mais levez-vous, s'il vous plaît, on entend mal. On ne voit pas, ouais. Parce que s'il y a une question, il y a 3 réponses. Sinon, ça va être vite fait. Donc, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse, donc je vous l'adresse M. Nicker, mais de manière plus large, de l'idée selon laquelle Jeanne d'Arc aurait pu, dans un référentiel lié, ce qu'on connaît rationnellement de la psychologie, partant de Carl Jung, qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'elle aurait pu être possédée par l'inconscient collectif à la manière de Nietzsche des siècles plus tard, et donc qu'elle était l'incarnation, ce qui permet de résoudre un petit peu le distinguo en fait, entre deux mondes? Je ne connaissais pas cette hypothèse, mais elle me semble tout à fait intéressante et séduisante. Il faudrait que je la creuse, mais ça me semble, oui, ça me semble tout à fait intéressant. Merci. Monsieur Henninger, vous avez voulu être concret et réaliste, mais je vais l'être également. Ouais. Et je vous remercie pour votre scepticisme, parce que ça peut être une qualité qui mène à la conversion de Pascal. Mais absolument. Et je vais vous citer juste... Évite le cours de café. Une remarque historique. Ouais. Le roi David, fils de berger, roi, il gagne contre Goliath. Il n'y a pas de formation tactique militaire. Oui, non, mais il y a plein d'exemples comme ça. Mais qu'est-ce qu'on sait réellement de l'histoire de l'homme, roi David, historiquement? C'est une question à Inès. En fait, la mythologie comparée, ça sert à ça. Ça peut très bien être un personnage historique, mais se trouve qu'elle cadre avec les différentes étapes d'un parcours initiatique. Au début, elle est dans la nature, donc fondue avec la nature. On ne la connaît pas. Et donc, avec ces personnes, la douceur, la pureté. Et puis, il y a des voix qui viennent du ciel. Moïse l'a vécu, Mahomet avec l'équivalent de l'archange Gabriel, la révélation. Ensuite, donc l'inspiration, les voix du ciel. Et puis, elle se transforme en personnage hybride, c'est-à-dire mi-homme, mi-femme. Alors, ce qui est intéressant, parce que je me posais la question, c'est que les figures, les emblèmes patriotiques français, c'est des figures féminines essentiellement. Vous avez la figure de Marianne et vous avez Jeanne d'Arc. Vous avez aussi, vous avez Roland, mais on connaît très peu la chanson de Roland. Et il ne cadre pas avec ses parcours initiatiques, avec ses différentes étapes. Vous avez aussi ce qu'on appelle depuis l'école, Jeanne d'Arc et puis Vercingétorix. Mais là aussi, ça ne cadre pas d'une façon parfaite avec les différentes étapes de l'initiation. Jeanne d'Arc est en plein dedans, puis je pense que c'est tout l'honneur de la France que ce soit un personnage féminin. Et donc je continue. Ensuite, vous avez le siège d'Orléans. Donc elle fait ce que les hommes ne savent pas faire. Et puis le couronnement, quand le roi est couronné et se tient debout à côté avec l'étendard national, donc son étendard, la représentation avec l'étendard national. Et puis, ça c'est la représentation 19e, mais elle se tient avec son propre étendard. Ça lui est reproché d'ailleurs pendant le procès, en fait. Comme orgueil. C'est la portée, ce que je veux dire. Vercingétorix n'a pas la même portée que Jeanne d'Arc. Aujourd'hui encore, vous voyez que Jeanne d'Arc, on se l'approprie. Donc c'est dire, d'une manière ou d'une autre, c'est dire la Vercingétorix aussi. Et puis à la fin, donc, il y a le bûcher. Et donc, elle devient de nouveau immatérielle. Et donc, on la brûle et il n'en reste rien. Et donc, c'est dire qu'à la fois, on sacralise, il y a ces différentes étapes initiatiques. Donc, même si c'est un personnage historique, mais en même temps, tous les ingrédients sont réunis pour qu'elle perdure et qu'elle fonctionne. C'est ça ce que je voulais dire. On peut l'interpréter comme ça. Après, il y a eu des moments d'éclipse, en fait, de la figure de Jeanne. Le roi Charles VII est quand même très gêné après sa mise à mort, en fait, son exécution, parce que
elle participait de sa légitimité, qui ne repose pas uniquement sur Jeanne, bien sûr, mais voilà, donc il a fallu un temps pour que lui d'abord, en fait, prenne position et pour contester en fait la légitimité du procès, et ensuite l'ouverture, grâce au souverain pontife, en fait, du procès en révision. Mais il faut savoir que les Anglais non seulement les écutent d'une façon assez épouvantable en fait, hein. On ne sait même pas d'ailleurs si elle n'a pas été agressée, enfin il y a eu des tentatives d'agression pendant qu'elle était en prison, et ensuite brûlée vive, et ils font en sorte qu'il ne reste absolument rien pour que ça ne puisse pas servir de relique ou de talisman. Et donc il y a 3 bûchers successifs en fait pour faire disparaître toute trace en fait de Jeanne. Mais comme vous voyez, elle n'a pas disparu. Non, mais cette hypothèse est très intéressante. Elle serait reliée d'ailleurs à l'hypothèse qui a été proposée par M. Auchan, dans un cadre d'analyse jungienne en quelque sorte. Ça serait à reprocher. Moi, je remarque effectivement qu'il y a eu plusieurs époques d'éclipse du personnage et de la légende de Jeanne d'Arc dans l'histoire de France. Et par exemple, il y a une grande époque d'éclipse, c'est le XVIIIe siècle. Ouais. XVIIe et XVIIIe. C'est-à-dire... Voltaire, il a écrit une satire, mais il se fout de sa gueule. C'est ça, et en plus d'une vulgarité dingue. Voltaire écrit quelque chose d'extrêmement vulgaire sur Jeanne d'Arc. Bon. Et moi, je pense que c'est pas un hasard s'il y a eu la Révolution française après. C'est-à-dire une époque où la noblesse est particulièrement dégénérée. Et on sait que c'est en fait la noblesse qui est la cause de la Révolution française. On dit la Révolution française c'est mal, ils ont été affreux, ils ont été violents et tout. Oui, mais ils ont été affreux et violents parce que en réponse à. Bon. Et je pense que c'est pas un hasard si l'Église, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, met en avant le personnage de Jeanne d'Arc, parce que c'est le personnage qui incarne le peuple aussi, et c'est une époque où l'Église doit faire face, et pas uniquement en France, mais en Europe, à un peuple, une partie du peuple en tout cas qui est républicaine, qui est dans le cas de la continuation des idéaux de la République, de la Révolution française, qui en plus, pire que républicaine, commence de plus en plus à devenir rouge, socialiste. Hein, alors là, c'est bon. Donc, qui se syndique, qui parle de lutte des classes, qui lit des auteurs juifs allemands, quelle horreur, Karl Marx. Et c'est face à ça que l'Église aussi crée un personnage populaire, et que également elle va développer aussi une doctrine sociale de l'Église, un travail en direction du peuple. Dès Louis XVIII, de toute façon, la monarchie, c'est de mettre les couches populaires dans la poche contre la bourgeoisie. Oui. Xavier. Alors, j'ai une question pour toi, Laurent. C'est tout simplement quel était l'intérêt de l'Église à soutenir une Jeanne d'Arc et à... Mais j'ai dit que c'est pas l'Église en tant que bloc unique. Je pense que ce sont des factions. Parce qu'il y a une partie de l'Église est désunie à l'époque. Déjà à Rome, elle est désunie. Au siècle précédent, il y a eu des schismes. Il y a eu un pape à Rome, un autre à Avignon, un autre ceci. Enfin, il y a un sacré bazar dans l'Église à cette époque-là. Hein. Mais dans l'Église de France en particulier, elle est désunie. Il y a ce que j'ai dit, il y a des pro-bourguignons, des pro-anglais, etc. Donc c'est pas l'Église avec un L et un E majuscule. C'est une faction de l'Église. Je pense que cette faction, c'est une faction que moi j'appellerais gallicane, même si je ne suis pas certain que le mot à l'époque existait, je ne pense pas, en tout cas proto-gallicane, qui veut le maintien de la France, qui est patriote, et qui veut le maintien de la France, et qui comprend que pour maintenir la France, il faut qu'émerge un personnage de ce genre. On va passer au débat interpersonnel, parce que malheureusement, on va devoir passer au moment de convivialité. Vous avez 3 auteurs à torturer en privé, donc n'hésitez pas. C'était une première, on a décidé de confronter 3 expertises. Je pense qu'on n'a pas à en rougir, loin de là. On va revenir à un format plus traditionnel pour les 2 dernières conférences avant le grand salon des auteurs qui aura lieu le 19 décembre, donc réservez votre soirée, il y aura beaucoup de nos camarades qui seront là
pour vous présenter entre autres les nouveautés. Nos deux derniers auteurs de l'année exercent la même profession, ce sont tous les deux des avocats. La semaine prochaine, ce sera une conférence sur quelle nation, après la mondialisation, de l'avocat et théoricien politique Michel Guéner, et une autre sur maître Guylain Benassa, l'état de droit contre la démocratie. Ce sera la dernière conférence doctrinale de cette année, avant le salon des auteurs le 19, qui sera notre dernier rendez-vous de 2022. Le verre de l'amitié vous est ouvert. Nos amis sont là pour être interrogés. Avez-vous, mon cher, parce que vous nous avez apporté quelques livres? J'en ai quelques exemplaires. Précipitez-vous. Son livre marchand suffisamment bien, son éditeur achète pour encore 10 jours. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. En matière de bouquins, moi, je recommande deux choses. Je recommande un bouquin d'un historien américain qui s'appelle Kelly DeVries, Kelly K-E-2-L-Y, 2-D-E, plus loin Vries, F-R-I-E-S. Kelly DeVries, qui est l'un des meilleurs historiens américains militaires de la guerre de 100 ans, et qui a écrit Jeanne d'Arc comme Jeanne d'Arc chef de guerre, j'ai oublié le titre exact, mais vous faites Kelly DeVries sur Amazon, vous le trouverez. Alors, il n'y a rien sur le procès, il n'y a rien sur le côté religieux et tout ça, il se focalise vraiment sur l'aspect technique, pas technologique, hein, technique, le côté militaire, hein, pur, bête et carré, mais c'est très intéressant. Et puis, alors, un ovni complet que j'ai découvert il y a quelques années, mais qui est très intéressant, je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est très intéressant. C'est un monsieur qui est mort en 2010, qui s'appelait Daniel Ben Saïd. Alors, ça dit rien à beaucoup d'entre vous. Le grand théoricien trotskiste. Ouais, c'était un grand théoricien trotskiste. Et auteur d'un des plus beaux livres sur Jeanne. Oui, il est... Ce bouquin est magnifique. Jeanne de Guerlas, paru chez Gallimard. C'est un bouquin qu'il a écrit dans les dernières années de sa vie. Il n'aurait pas été mourant dans mon temps d'écriture, il était scommine. Ouais. Puisqu'on est dans la bibliographie, je signalerai aussi la dernière bibliographie en date par Valérie Toureille, qui est intéressante parce qu'elle a elle a travaillé sur Baudricourt et sur un autre seigneur assez redoutable qui est Sarrebruck. Qui est un écorcheur en fait et qui est à Commercy, donc c'est dans le périmètre lorrain de Jeanne. Merci à tous. Oui, merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.